à tous et bravo d'avoir cliqué sur cet épisode et de prendre le temps d'améliorer votre français. Aujourd'hui, je suis sûre que ça va être très utile pour vous. Pas vrai, Nathan ? J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Salut Violaine. Salut à toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on prend le temps de vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours sur nos 2 derniers épisodes. Vous savez, ceux où on se présente et où on vous annonce le lancement de notre site frenchwithpanache.com. Ça y est, il est dispo. Et ouais, il est dispo. On vous rappelle d'ailleurs que tout le monde a accès gratuitement aux transcriptions de nos épisodes. Pour le moment, il y a juste les 6 ou 7 derniers textes qui sont en ligne et on est en train de faire les autres. Voilà, petit à petit, ça va arriver sur le site. C'est une question de temps, de quelques jours. Et pour obtenir ces transcriptions, c'est super simple, super facile, Violaine. Il faut que tu ailles, que vous alliez sur ce site et que vous vous inscriviez avec votre email, avec votre mail. Ça prend quelques secondes. Ouais, vraiment quelques secondes, c'est très facile. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de mettre une petite note au podcast. Je sais que pas mal de gens qui nous écoutent, Nathan, l'ont déjà fait, mais pas tous. Alors que vous le savez, ça nous aide à être mieux référencés sur les plateformes d'écoute. Donc voilà, merci d'avance. Bon Nathan, au milieu de tout ça, je ne t'ai pas demandé comment ça va aujourd'hui. Écoute, cette semaine, pour te dire la vérité, j'étais pas vraiment dans mon assiette. En gros, j'avais pas le moral au top. Mais maintenant, tout de suite là, ça va mieux. Tu sais pourquoi ? Non, vas-y, dis-moi. Eh bien, je sors de la salle de sport, j'ai fait du vélo. Donc tu peux imaginer, je suis frais, je me sens bien mieux. T'as fait le plein d'endorphines alors. Et c'est vrai que heureusement, il y a la salle de sport en plein hiver pour penser à autre chose et pour se maintenir en forme. Parce que le reste du temps en ce moment, c'est vrai qu'on travaille pas mal, Nathan, je trouve. On a du pain sur la planche et la vie nous donne du fil à retordre. Pas mal ces 2 expressions. Ce qui signifie que plein de petites difficultés s'enchaînent, s'accumulent. Mais je vous rassure, rien de grave et rien de méchant, comme on dit. Tiens, Violaine, je t'arrête 2 secondes dans la discussion, juste pour vous qui nous écoutez. Qu'est-ce qu'il vient de se passer là, juste avant, dans les dernières secondes ? Eh bien, vous l'avez sûrement remarqué, mais en à peine quelques phrases, on vient d'employer 3 belles expressions idiomatiques, très utiles et plutôt fréquentes, drôles même, Violaine, je trouve, quand on les analyse, quand on les décortique. 3 expressions donc pour vous raconter juste en fait notre semaine, comment on va, voilà. Ouais, écoute, c'est une belle intro, une belle introduction, une belle entrée en la matière pour notre épisode d'aujourd'hui. Parce qu'avec Nathan, on va vous présenter, vous donner, vous expliquer nos expressions idiomatiques préférées en français, celles qu'on utilise le plus souvent. Et le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas juste vous donner une liste, parce que ce serait pas très utile, mais on va plutôt les utiliser en situation, dans un contexte spécifique, pour que vous puissiez ensuite, à votre tour, en faire bon usage, donc c'est-à-dire tout simplement les utiliser correctement. Et pour épater la galerie, donc impressionner vos amis francophones, les personnes avec lesquelles vous parlez en français. Voilà, épater la galerie, encore une autre expression. On peut en dire beaucoup finalement comme ça. Attention évidemment à ne pas trop en abuser, à ne pas trop en dire. Mais quand même, vous le savez, je crois, on fait cet épisode parce que les expressions idiomatiques font partie de la richesse de la langue française et surtout parce que, en fait, on les utilise au quotidien, Violaine, tous les jours, même tout le temps. Il n'y a pas une heure sans qu'on en utilise une. Bien sûr, pour exprimer plein de choses différentes, c'est super important pour, premièrement, enrichir votre niveau de langue, mais aussi et surtout pour avoir plus de style, plus de précision et finalement plus de panache quand vous parlez en français. Le panache, c'est ça, c'est le mot juste. Maintenant, on peut le dire, vous le connaissez depuis l'épisode numéro 19, avoir du panache en français. Nathan, je pense qu'on peut rappeler avant de commencer ce que c'est une expression idiomatique. Bien sûr. Concrètement, c'est une expression qui est imagée. Donc, il faut en fait imaginer
Il faut surtout pas essayer de la comprendre littéralement, c'est-à-dire mot à mot. C'est une image et il faut pas la prendre au pied de la lettre. Vous avez vu dans cet épisode, on a déjà utilisé quelques expressions, mais l'idée ici donc, c'est de se concentrer sur 4 expressions, de vous les expliquer. On va en parler comme ça avec toi, Violaine, et puis d'entrer un peu dans les détails. Toi, Violaine, en fait, tu en as choisi deux expressions, et puis moi aussi 2. Et je ne sais pas si on peut dire que ce sont nos expressions préférées. C'est impossible à dire, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a des centaines. Et puis il y en a plein qui sont tellement cool. Mais on en a choisi 4 que l'on aime, oui, beaucoup, mais qu'on utilise surtout beaucoup. C'est important parce que personnellement, j'aimerais qu'à la fin de cet épisode, voilà, tous les gens qui nous écoutent puissent les retenir et ensuite les utiliser. C'est quand même ça le but. C'est le but et on verra quand même avec vous aussi d'où elles viennent, ces expressions, leurs histoires, parce que souvent, vous verrez, leur origine n'est pas le fruit du hasard. Oh là là, c'est fou à quel point on en utilise tout le temps, je sais pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1 heure de conversation, je suis sûr qu'on en utilise plusieurs. C'est incroyable. Et on s'en rend même pas compte. C'est ça qui est dingue et qui est fou. On n'est pas forcément conscient de ça, nous, les natifs. Pas du tout. Bon, donc tant mieux qu'on en parle aujourd'hui. Et aussi, petit conseil, restez jusqu'à la fin et comme ça, vous saurez aussi, vous connaîtrez l'expression idiomatique que les Français préfèrent officiellement. Oui, de manière officielle. Voilà, celle qu'ils trouvent la plus drôle. Donc, au total, on passe de 4 à 5 expressions. Ouais, plus toutes celles qu'on dissémine, qu'on répartit, qu'on met un peu partout depuis le début de l'épisode. Je crois qu'on peut y aller. On y va. On peut commencer tout de suite avec l'une des expressions que j'aime le plus, que j'utilise fréquemment. Vas-y, dis-moi. Ne pas être sorti de l'auberge. Ne pas être sorti de l'auberge. Est-ce que tu peux donner un exemple en situation ? Bien sûr. Je peux dire « je ne suis pas sorti de l'auberge » ou on l'utilise, en fait, quand j'y réfléchis, beaucoup avec « on ». On n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai, c'est un peu mieux avec la 3e personne. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi alors tu as choisi cette expression ? Déjà, j'adore l'histoire autour de cette expression, son origine. Ok. Tu sais d'où elle vient ou pas ? Non, j'en ai absolument aucune idée. Mais bon, je sais ce que c'est une auberge. C'est donc... Pour l'expliquer, c'est comme un hôtel qui fait aussi restaurant. D'ailleurs, surtout dans les petits villages en France, il y a des auberges. Est-ce que ça a un lien avec ça ? T'es pas loin, parce qu'en fait, ça vient de l'argot des voleurs, des bandits du 19e siècle. Et en fait, à l'époque, ils utilisaient le terme auberge pour parler ironiquement de la prison. D'accord. Parce que quand ils étaient en prison, ils y étaient logés et nourris gratuitement. Bien sûr. Mais le problème, c'est que c'était pas facile d'en sortir de cette prison. D'accord. Donc, on n'est pas très loin finalement du sens de cette expression. Je suis pas sorti de l'auberge. On va l'utiliser en gros pour dire qu'on est dans une situation compliquée, un peu désagréable, un peu pénible, et que c'est loin d'être terminé. C'est surtout ça, que ça va être long, quoi. Qu'on ne voit pas encore le bout du tunnel, autre expression. Très bien, et je pense qu'on peut donner un exemple. Tu vois, là, typiquement, en ce moment, quand je regarde la télé, ça marche bien, je vois tous les problèmes liés, par exemple, au réchauffement climatique, ou au conflit, ou aux guerres. Là, je peux dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, et plus personnellement, tu vois, moi, en ce moment, c'est la fin de l'année, j'ai plein de choses à faire, je suis débordé entre les cadeaux de Noël, le podcast, le site internet, tout ça. Si je me rajoute quelque chose à faire, en plus, je vais pouvoir dire, bon allez, ça, je le ferai peut-être la semaine prochaine, sinon, je ne suis pas sorti de l'auberge. Ouais. Ça marche bien là. Ça marche bien, mais d'ailleurs, je remarque, là, toi, tu as dit « je ne suis pas sortie de l'auberge », alors que c'est vrai qu'on dirait plus « je suis pas sortie de l'auberge » ou « je suis pas sortie de l'auberge ». Bon, voilà un petit tip qu'on vous donne à l'oral pour parler comme un natif. C'est vrai, je suis pas sorti de l'auberge. On dit on va manger le début de la phrase comme on dit.
Et tu sais que je crois que nos amis canadiens, et plus particulièrement nos amis québécois, ont une petite variante à cette expression. Je me suis renseignée, j'ai vu qu'ils disaient « on n'est pas sorti du bois ». C'est pas mal du tout, très bon à savoir, notamment pour les Canadiens qui nous écoutent. Maintenant, vous connaissez la version française et la version québécoise. C'est pas mal, c'est utile. C'est utile. On passe à la suivante. Allez. C'est toi qui l'as choisie, Nathan, Ouais. et c'est vrai qu'elle est très fun, elle est très amusante, celle-ci. En tout cas, dans sa construction, peut-être un peu moins dans sa signification. Alors moi, j'ai choisi être le dindon de la farce. Par exemple, je vous donne une situation dans laquelle on peut la dire. Je vais dire, et ouais, malheureusement, dans cette histoire, je suis le dindon de la farce. Très, très bon choix, j'adore. Avant de vous dire à quoi ça correspond, est-ce que tu sais d'où ça vient historiquement ? Pourquoi on dit ça comme ça, en fait ? En fait, pareil, là, il y a plusieurs hypothèses, mais j'ai voulu garder la moins sordide, peut-être la moins glauque. En fait, on n'est pas vraiment sûr, mais ça viendrait du théâtre du Moyen-Âge, en fait. Donc ça remonte, vous savez, à l'époque, il y avait... au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de comédies avec des blagues, donc des farces. Une farce, c'est une blague, Ouais, en fait, pour pour résumer. Et souvent, dans ces pièces de théâtre, pendant ces spectacles, en fait, les enfants embêtaient, taquinaient, provoquaient leur père. Et leur père était souvent représenté, déguisé en dindon. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Donc les dindons, c'est un animal. Ouais, c'est quoi, c'est un oiseau, une volaille. Le dindon, c'est le mari de la dinde. C'est ça. La dinde, c'est la femelle, en fait, et le dindon, c'est le mâle. Et dans ces pièces de théâtre, les pères étaient les victimes de leurs enfants. C'était comme ça. Et donc, on disait qu'ils étaient les dindons de la farce. Il y a une raison historique qui remonte donc au Moyen-Âge. Trop cool. Mais c'est vrai que ça nous donne aussi, comme la première expression, ça nous donne une petite idée de ce que ça veut dire aujourd'hui. Et donc, en fait, quand on dit « Oh, lui, c'est le dindon de la farce », ça veut dire que cette personne, elle a été trompée, elle a été bernée, elle s'est fait un peu avoir dans cette histoire. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, derrière cela, il y a cette idée d'injustice. On s'est fait avoir injustement par une autre personne. Et c'est vrai qu'en général, quand on dit qu'on est le dindon de la farce, on n'est pas hyper fier. Non. On se sent souvent ridicule, un peu bête et un peu naïf aussi. Ouais, tout à fait. J'ai un exemple en tête, si tu veux, pour que tout le monde puisse comprendre. Vas-y. Voilà, imagine, là, tu es au travail, tu demandes à ton boss, à ton patron, par exemple, des vacances pour Noël. Tu veux qu'il te donne des vacances, et puis lui, il ne te les accorde pas, il ne te les donne pas, sans raison. Par contre, tous tes collègues à côté, eux, eh bien, ils les ont eues, ces vacances. Ils pourront donc partir tranquillement pendant 2 semaines en famille au ski. Ouais, c'est un bon exemple. Et là, vraiment, on peut le dire, c'est vrai, c'est complètement injuste, c'est pas mérité. Voilà, donc on va pouvoir sortir. Oh, vraiment, dans cette entreprise, je sais pas pourquoi, mais je suis le dindon de la farce. Ouais, pas cool du tout. Ça marche bien. Ça marche très très bien comme exemple. Évidemment, pas cool. On souhaite à personne d'être le dindon de la farce. Mais je pense que tout le monde peut-être, j'espère pas, mais... Et puis on ne le sait pas forcément, mais au moins une fois dans notre vie, on peut être face à une situation dans laquelle on est le dindon de la farce. Malheureusement. La troisième expression qu'on a choisie, c'est la mienne maintenant. C'est à moi. Ah oui, alors bon, Nathan, celle-ci, tu vas voir, tous les deux, on l'a dit beaucoup. Je l'aime bien pour son côté un peu désuet, Ok. un peu ancien, un peu d'une autre époque. Ah oui, je vois. Moi j'ai l'impression quand même qu'on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit très laïque, cette expression. C'est surtout ça. Elle n'est pas laïque. Et voilà, elle n'est pas laïque, mais on l'utilise quand même encore beaucoup. Et je pense peut-être que des personnes qui nous écoutent la connaissent. Ouais, certainement, elle est fréquente, on l'entend beaucoup, quand même. ouais. Mhm. C'est « l'habit ne fait pas le moine ». Donc l'habit, c'est le vêtement. Mhm. C'est synonyme, un habit, c'est un synonyme de vêtement. Tu mets quel habit, c'est comme tu mets quel vêtement. Et le moine, c'est quelqu'un dans l'église qui vit en communauté, coupé du monde extérieur. Et en France, un moine, c'est plutôt quand même
Violaine, dans l'église catholique, Mhm. historiquement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on trouve des moines dans d'autres églises ou même dans d'autres religions, chez les orthodoxes aussi et chez les bouddhistes Chez les aussi. bouddhistes aussi, les moines bouddhistes. Donc pour revenir à l'expression et pour que tout le monde puisse comprendre son sens exact, je crois qu'en anglais, Violaine, on a quelque chose de similaire Ok. qui est on ne juge pas un livre par sa couverture. Voilà, pour les anglophones qui nous écoutent, vous pouvez comprendre le sens de l'habit ne fait pas le moine. Donc là, on est à peu près dans la même idée avec cette expression. Oui, on est vraiment dans l'idée qu'en fait, il faut pas s'arrêter aux apparences, même que les apparences sont trompeuses et qu'il faut aller au-delà de de toutes ces apparences, du premier regard qu'on peut avoir sur une personne. Bah, c'est pas faux en même temps. On est d'accord, hein. De toute façon, on ne peut pas vraiment contester, contredire cette expression. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle aussi pour celle-ci, de son origine, qu'on s'y arrête 2 secondes. Je crois qu'elle est super vieille, cette expression. Et ici, quand je dis vieille, c'est vraiment très très ancienne. Bah moi, je ne savais pas du tout. Pour te dire la vérité, j'ai cherché et t'as raison, les premiers signes, en fait, les premières traces de cette expression, eh ben, c'était il y a très longtemps. C'était au XIIIe siècle. Voilà, donc imaginez, faites le calcul, 800 ans. Et en fait, je m'étais déjà renseignée, je le savais déjà. Mais tu vois, je crois que c'est un pape au XIIIe siècle Ok. qui a utilisé ce terme pour la première fois, parce qu'en fait, il considérait que certains moines ne se comportaient pas bien. Mhm. Ils avaient un peu un comportement indigne de leur fonction. C'est exactement ça. Ça veut dire que certains étaient violents, d'autres étaient cupides, donc intéressés par l'argent. Et donc, fallait un peu s'en méfier. Donc, ils n'étaient pas tous saints, les moines saints, S-A-I-N-T-S. Mhm. Mais je suis d'accord, tu as raison, c'était même le pape Grégoire IX. Oh, Quand je précis. relis mes notes, c'était le pape Grégoire IX exactement. Mais voilà, l'habit ne fait pas le moine, on l'utilise dans plein de situations. Oh toujours. Ouais, Enfin, t'as un exemple? j'ai un exemple. Imaginons, tu vois quelqu'un en costume. Ok. Il porte, tu vois, une veste de costume, une cravate, un beau pantalon, Ouais. classe, élégant. Et là, tu apprends finalement que c'est un cambrioleur qu'il a volé plein de bijoux dans le centre de Paris, place Vendôme. Au hasard. Ouais, tu vas dire, ah là là, comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Attention aux apparences. Ouais, l'habit ne fait pas le moine, et il faut donc voilà, se méfier des apparences. Ou dans le sens inverse, on peut aussi l'utiliser. Quelqu'un, par exemple, qui porte, je ne sais pas, une chemise sale, une chemise trouée, donc avec des trous. Quelqu'un qui a peut-être une allure, voilà, pas vraiment impeccable, très propre, qui ne fait pas attention à lui. On peut croire en apparence qu'il n'a peut-être pas d'argent pour se racheter voilà, des habits, des vêtements, des fringues, même des fringues, un mot plus familier. Donc il a des problèmes financiers. Et en fait, t'apprends que c'est un millionnaire, qu'il est très très riche. Ça me fait penser à un exemple. Vas-y. Tu sais, par exemple, Mark Zuckerberg, donc le PDG de Meta, de Facebook, pardon, qui s'habille très simplement alors qu'il est à la tête d'une des entreprises les plus puissantes du monde. Oui, c'est vrai que ce n'est pas écrit sur sa tête Non. quand on le voit. Si on ne le connaît pas, voilà, ça ne se voit pas qu'il est milliardaire même. Donc là, ça marche aussi très bien dans ce sens-là. L'habit ne fait pas le moine. C'est très clair. Donc voilà, il en reste une, Ouais. la dernière La déjà. 4e. Et je suis contente que tu nous la dises. Ah oui, vraiment? Ouais. En fait, pour te dire la vérité, j'hésite entre deux. Ah, alors à ta place, je ferais celle sur l'argent. Je pense qu'elle est un peu plus utile que l'autre. Ok, ça me fait plaisir que tu veuilles que je la fasse, que tu veuilles qu'on la dise, parce qu'elle est très courante, c'est vrai, et à mon avis, c'est mieux. T'as raison, je dirais même qu'elle est presque banale, donc l'expression c'est « jeter l'argent par les fenêtres ». Oui, elle est hyper courante quand on y réfléchit. C'est vrai qu'elle fait vraiment partie de notre langage quotidien, de notre langage courant. Ouais, je pense qu'en fait, tout le monde la comprend. Hein. Mm. On imagine la scène, on a de l'argent et on le jette, cet argent, on le jette par les fenêtres. Tout le monde a compris, ça veut dire
dépenser beaucoup d'argent. Ouais, ça veut même dire gaspiller. C'est même dépenser de l'argent sans raison et sans besoin réel, quoi. J'ai dit cette phrase pas plus tard que la semaine dernière. D'ailleurs, tu vois, je discutais avec un ami au téléphone, un pote. Et on parlait ensemble des gens qui achetaient beaucoup et qui consommaient en fait toutes les nouvelles choses à la mode, les trucs un peu tendance. Et ça peut être des nouvelles baskets vues sur les réseaux. On parlait aussi, et je me souviens, de t-shirts super chers d'une marque populaire en ce moment. Bref, je ne vais pas citer la marque, mais je me souviens lui avoir dit que c'était clairement, pour moi en tout cas, à mon avis, c'était clairement de l'argent jeté ou balancé par les fenêtres. Oui, donc pour toi, c'était vraiment de l'argent dépensé inutilement. Mais tu vois, dans l'autre sens, moi, par exemple, j'adore aller au resto de temps en temps, tester un nouveau restaurant. C'est vraiment un truc qui me fait sincèrement plaisir. Je le sais. J'aime dépenser pour ça, ça me dérange pas forcément. Mais je sais aussi qu'il y a des gens pour qui ça vaut pas le coup et pour qui c'est de l'argent dépensé pour quelque chose qui est pas indispensable ou qui est pas obligatoire, parce qu'on peut vivre sans aller au resto. Et peut-être qu'ils peuvent dire que je jette mon argent par les fenêtres. Ah oui, c'est une expression de toute manière qui est très subjective en fait. Moi, je vais utiliser cette expression pour des choses qui me paraissent futiles et puis d'autres personnes vont l'utiliser à mon encontre pour d'autres situations. Donc ça dépend. Ça dépend évidemment du point de vue de chacun, de nos priorités aussi. Mais en tout cas, c'est une expression, moi, je trouve, qui est facile à apprendre et assez courte à dire aussi. Voilà. Jeter de l'argent par les fenêtres, balancer de l'argent par les fenêtres. Voilà, donc n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à prendre des notes et puis à essayer d'utiliser cette expression dans le quotidien. Bah ouais, on vous recommande évidemment de le faire. Voilà pour nos 4 expressions. Favorites, je sais pas, mais en tout cas celles qu'on a voulu sélectionner pour aujourd'hui. Ouais, et comme on vous l'a déjà dit, on a dû faire un choix et c'est de toute façon ultra subjectif. Évidemment, très, très subjectif, mais tu sais quand même qu'on connaît l'expression préférée des Français. Ouais, de manière officielle. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on a fait, enfin pas moi, mais un classement a été fait il y a quelques années. Et il y en a une qui arrive en premier, une qui arrive en tête devant toutes les autres. Et c'est vrai qu'elle est géniale. Ouais, elle est pas mal. Et moi, je t'avoue que quand on la décortique, encore une fois, quand on y pense, elle est même hilarante, elle me fait mourir de rire, tu vois. Vas-y, est-ce que tu peux nous la partager ? Bien sûr. Alors, l'expression, c'est « donner de la confiture au cochon ». Voilà. À mon avis, tu vois, son classement est mérité. Donner de la confiture au cochon, elle est quand même hilarante. Extrêmement drôle. Est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est quand même ça l'essentiel, maintenant qu'on la connaît, est-ce que tu peux nous dire tout simplement ce que ça signifie, ce que ça veut dire ? Ouais, alors je crois qu'en anglais, il y a une expression qui est un peu similaire, mais je suis pas sûre. Mais ouais, on va dire qu'on l'utilise surtout en politique. C'est en gros quand on va donner quelque chose d'une valeur importante à une personne qui est pas à la hauteur, qui est pas capable de l'apprécier et donc qui va mal l'utiliser. Donc, dans cette expression, il y a l'idée qu'il y a un risque, en fait, et le risque, c'est de gâcher cette chose, cette belle chose, à cause de la personne qui la reçoit. Je ne sais pas si c'est vraiment clair. Attends, on va donner un exemple. Ouais, c'est difficile à expliquer. C'est difficile, c'est expression hilarante, mais difficile à expliquer. Mais je vais donner une situation perso. Alors moi, par exemple, il y a un truc que j'adore, c'est le chocolat au lait. Et c'est vrai que le chocolat au lait, c'est pas forcément de grande qualité, tu vois. Non, ça dépend. Peut-être certains chocolats en Suisse ou en Belgique sont bons, mais c'est vrai que la réputation du chocolat au lait est moindre et moins importante, moins prestigieuse que celle du chocolat noir. Bien sûr, c'est très transformé, très enfantin, bref, mais c'est vrai qu'après un repas, un petit carré de chocolat industriel, très sucré, je prends du plaisir, énormément de plaisir. Par contre, si tu me donnes du chocolat noir à 98% haut de gamme, fait par le plus grand chocolatier de Paris, je vais pas forcément l'apprécier à sa juste valeur, et donc je vais un peu le gâcher, parce que j'aime pas vraiment ça. Ok.
pas mal comme exemple, parce que je suis un peu dans le même cas que toi. Je suis pas fan de chocolat noir, et donc même si ça vient du meilleur chocolatier de Paris ou de Genève, en Suisse, je vais pas forcément l'apprécier. Donc là, dans ton cas, on peut dire, dans notre cas, on peut dire que ouais, on a donné en fait de la confiture au cochon. Voilà, chocolat à 98%, c'est un peu trop pour moi aussi, hein. Hyper fort. Ouais, c'est très fort. Donc voilà pour cette 5e expression, et donc la préférée des Français. Donc là encore, vous pourrez la placer dans votre discussion francophone. J'en suis sûr que ça fera un bon effet. C'est sûr. Elle n'est pas hyper facile, hyper simple à placer, mais bon, dans un cas précis, on ne sait jamais. Ouais, c'est très précis là, hein. C'est un contexte particulier, mais c'est vraiment la classe. C'est très élégant si vous arrivez à la placer, à l'utiliser. Au fait, si vous avez eu du mal à retenir, à mémoriser toutes ces expressions qu'on a dites tout au long de l'épisode, eh ben, pas de panique. Violaine, tu le sais, depuis quelques jours, depuis 2 semaines même, vous pouvez retrouver toutes ces expressions tranquillement, calmement, juste après, grâce à la transcription complète qui est dispo sur notre site. Tu peux le redire, Violaine? Bien sûr. Donc c'est frenchwithpanache.com et on vous laisse tout dans les notes du podcast. Très bien. Mais bon, je t'avoue, Nathan, là, que j'ai adoré faire cet épisode et en même temps, je suis un peu frustrée. Sur quoi? Bah, c'est frustrant parce que des expressions, je voudrais en donner plus, je voudrais en donner plein, mais on n'a pas trop le temps. Non, on n'a pas le temps, mais il faut qu'on en fasse d'autres, hein, des épisodes comme celui-ci. On peut faire une sorte de série, peut-être, tu vois. Ah ouais. Il y en a plein. Tu sais qu'en écrivant et en pensant à ce podcast, j'ai pensé à énormément d'expressions encore plus drôles même. Encore plus hilarante. Ouais. Ok, bah vraiment, pourquoi pas pour une série. Et on va voir, hein, si vous aimez ce genre de thème, bah, on en fera d'autres dans le futur, comme on vous l'a dit. Ça te va, Violaine? Génial. Bah voilà, j'espère que vous avez aimé, c'est déjà la fin. Écrivez-nous pour nous le dire si vous avez apprécié. On prend tout en compte, vos remarques, les commentaires, les suggestions. On lit tout le monde, vous le savez, et on répond aussi, bien sûr. Et puis, je suis persuadé qu'avec les expressions vues aujourd'hui, eh bien, vous allez encore mieux parler français. Ça, c'est une certitude, Violaine. Bon week-end ou semaine, ça dépend. Ciao.